Voilà, donc ça m'a servi de clap. Bonjour à tous, je m'appelle Clément Ferrat. Euh, j'ai 27 ans, 28 depuis aujourd'hui. Non, depuis hier, c'était mon anniversaire hier. Et je viens vous parler aujourd'hui, donc je viens vous présenter une conférence qui s'appelle Le lien entre bien commun et consensus, ou entre consensus et bien commun. Et sans grande surprise, je vais donc essayer de vous convaincre et d'établir le lien entre d'un côté la notion de consensus et de l'autre côté la notion de bien commun. Ça va être une conférence qui va parler de thèmes de politique, qui va être extrêmement théorique et un petit peu idéologique, qui va aborder des notions qui sont assez peu connues et connues dans la population générale. C'est une conférence qui s'adresse à tous, qui se veut relativement accessible. Voilà. J'espère que vous apprendrez un certain nombre de choses. Ça me paraît être un sujet qui est absolument capital politiquement en France de nos jours. C'est un sujet qui va aborder la question de la démocratie, de notre pouvoir en tant que citoyen. Voilà, ce genre d'éléments. Et l'objectif va être donc du coup dans une deuxième conférence de voir les applications possibles à partir des présupposés que nous allons établir dans cette première conférence. Voilà, l'objectif à terme serait de créer une association permettant aux citoyens de se concerter, de réfléchir collectivement, de créer des lois consensuelles, puis ensuite d'en faire la promotion. Je vérifie que le micro est bon, oui. D'en faire la promotion et donc voilà, donc de devenir une espèce d'acteur citoyen, même si ce mot sonne vraiment comme une espèce de langue de bois de démocratie participative un peu abstraite. Mais c'est ça l'objectif, parce que je pense que nous en sommes capables, je pense que nous sommes légitimes, et parce que je pense que cela pourrait nous faire que du bien, et cela pourrait nous faire beaucoup de bien, et cela pourrait faire beaucoup de bien à notre pays et aux affaires de notre État. Voilà. Donc en avant pour cette conférence qui s'intitule le lien entre consensus et bien commun. Hop. Donc, dans un premier temps, le plan dont je vais pas révolutionner grand chose. Dans un premier temps, nous allons parler du bien commun. Non, c'est pas ça que je vais faire. Dans un second temps, nous allons parler de la notion de consensus, et dans un troisième temps, nous allons essayer de regarder les liens qui peuvent exister entre le bien commun et le consensus. Donc jusque-là, on va essayer de rester à la fois accessible, à la fois dynamique, et de vous présenter un certain nombre de concepts politiques qui sont quand même très abstraits et très flous pour un certain nombre d'entre vous qui n'y réfléchissent pas beaucoup. Moi, ça fait déjà donc 7 ans que je travaille là-dessus. Voilà. Bon. Quelle est la finalité de toute politique ? Alors, pas de toute, mais de tout politique, c'est-à-dire de tout le personnel politique. Plus tard, je marque politicien, ce qui comprend bien évidemment les politiciennes. Voilà. Donc on va commencer cette conférence en vous posant une question pour essayer de vous réveiller un petit peu. Quelle est la finalité de tout homme ou de toute femme politique ? Voilà. Donc, je la pose différemment. Quelle est la finalité de tout politicien ? Peu importe le poste qu'il occupe, donc peu importe l'échelle à laquelle il exerce, que ce soit une échelle extrêmement locale, par exemple un maire ou même un conseiller communal, ou que ce soit un président de la République, un ministre, un député. Peu importe l'époque, donc au Moyen-Âge, même peut-être durant l'Antiquité, probablement dans 50 ans, il y a 50 ans, peu importe l'époque, bon, et peu importe le lieu, c'est-à-dire à peu près sur tous les continents et dans toutes les civilisations. Donc, quel est le... Alors, cette question est à peu près la même si on la retrouve sous un autre angle, que la question de quel est le but commun de toute société. Et de quel est le but commun de toute politique. C'est-à-dire que nous parlions avant du personnel politique, mais quel est le but commun de toutes les politiques que l'on met en place ? Et quel est le but commun de toute société ? Donc je prends
un certain nombre de sociétés, d'illustrations de sociétés. Donc en haut à gauche, nous avons l'école d'Athènes. Ensuite, nous avons une ville asiatique. Nous avons les tribus maoris. Les têtes de l'île de Pâques, je raconte n'importe quoi. Nous avons le château de Chambord ici. Nous avons des buildings de New York, du centre-ville de New York. Nous avons le pont du Gard qui est en France, qui a été construit sous l'époque romaine. Nous avons la pyramide de Gizeh avec le sphinx devant. Nous avons une tribu aborigène de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui s'appelle la tribu Lazaro, et nous avons le temple d'Angkor. Le temple d'Angkor. Au Cambodge. Bon. Qu'est-ce qui réunit toutes ces conceptions du monde, toutes ces façons de vivre, toutes ces civilisations? Les chefs de toutes ces civilisations. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Donc là, en théorie, il y a quelque chose d'assez interactif, tant que faire se peut. J'aimerais bien regarder, donc par exemple, le chat YouTube pour savoir, pour vous me donner des idées. Je vous laisserai peut-être quelques minutes pour essayer de réfléchir à ces questions. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait un bon chef? Que doit faire une politique? Que recherche une civilisation, quelle qu'elle soit? Qu'est-ce qui rassemble en fait quasiment toute l'humanité, finalement? Et la réponse est simple, c'est le bien commun. Le bien commun, donc là j'ai pas du tout la slide qu'il faut, mais le bien commun. C'est la bonne réponse. Donc le bien commun, pourquoi le bien commun? Parce que quelle que soit cette civilisation, toutes ont à cœur que ça se passe le mieux possible. Que ce soit un modèle qui soit périn, que les ressources ne soient pas gaspillées, que les gens soient relativement heureux et contents, en tout cas pas mécontents, et que, pour le dire très trivialement, ça se passe relativement bien. Voilà. Et donc là, toutes ces civilisations avaient une recherche d'un fonctionnement correct de la civilisation, de la cité, de l'organisation des choses. Voilà. D'ailleurs, toute société se légitimise par la notion de bien commun. Nous pouvons voir ici donc les trois modèles totalitaires du dernier siècle, du XXe siècle, à savoir à gauche l'Italie fasciste de Mussolini, au-dessus le communisme avec donc les grandes figures du communisme, Marx, Staline, Lénine, il y en a un que j'ai pas, et en bas nous avons des murs de bras dressés nazis. Voilà. Le salut hitlérien. Donc tout ça, et si vous voulez, ces sociétés-là, même ces sociétés-là, se légitimisent par le bien commun. Et en fait, l'idée, c'est que toute société se légitimise par le bien commun. On va voir ça. Les gouvernants, pour gouverner, ont besoin de deux choses, de puissance et de légitimité. La puissance, c'est une capacité d'action, la capacité d'avoir des ressources, du personnel, des bâtiments, une armée, une police, une administration. Très honnêtement, très concrètement, la puissance, c'est le fait que si vous ne payez pas vos impôts, il va y avoir quelqu'un qui va toquer chez vous à 2h, et qui va probablement vous mettre en prison. La puissance, c'est le fait que si vous parlez mal à un policier, ou si vous ne respectez pas le code de la route, vous allez avoir des sanctions. Et donc le pouvoir, l'État, une organisation politique quelle qu'elle soit, a la capacité d'influencer son environnement, de créer des règles, de les faire respecter, d'influencer les gens par de l'éducation, par de la communication, par des médias, et donc une capacité d'action. Un organisme politique qui n'aurait aucune capacité d'action, c'est-à-dire absolument aucune puissance, qui serait un simple observateur passif
sans rien, sans administration, sans bâtiment, sans petites mains, sans ouvriers, est-ce que ce serait vraiment un gouvernement ou quelque chose de politique, ou une organisation politique efficace? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, tout pouvoir, toute organisation politique a besoin de puissance, mais il a également besoin de légitimité. Et la légitimité, c'est pourquoi se soumettre aux lois? Pourquoi est-ce que je défendrais une nation? Pourquoi est-ce que je paierais des impôts? Pourquoi lorsque je vais parler à un policier, je lui parle avec une certaine déférence? Voilà. Et l'État se légitimise du fait qu'il communique quelque chose qui nous donne comme souhaitable, le fait d'avoir des routes, des hôpitaux qui fonctionnent, le fait d'avoir une école qui soit efficace, et nous demande de participer aux dépenses et de participer à ce projet. Très honnêtement, il ne nous demande pas, mais un État qui serait parfaitement illégitime aurait une durée de vie qui serait relativement courte. Si un pouvoir manque de puissance ou de légitimité, il disparaît, la société se transforme dans la souffrance pour accueillir un autre pouvoir. Donc c'est une crise politique. En général, c'est pas le truc le plus rigolo. Cette légitimité s'appuie sur le bien commun. C'est très très important. Donc ça s'appuie vraiment sur la notion de bien commun. C'est-à-dire que toute société, alors je prends les exemples que j'avais donnés là, a une vision du bien commun, quelle qu'elle soit. Chambord, la Renaissance en France, une vision du bien commun. L'État new-yorkais, l'État du coup des États-Unis et de New York spécifiquement, a une vision du bien commun qui n'est pas la même que celle des tribus papous, et la tribu Lazaro en l'occurrence, qui n'est pas la même que la vision du bien commun, la grecque. Mais ils ont une vision de ce vers quoi il faut tendre, de ce qui est souhaitable, et la justification du pouvoir, c'est de proposer ce modèle qui est souhaitable, éventuellement le rendre souhaitable ou faire de la pédagogie sur pourquoi c'est souhaitable, et ensuite indiquer et prouver les moyens qu'on a de quoi se diriger vers ce qui est souhaitable. C'est-à-dire qu'on a un projet réaliste qui nous permette d'atteindre ce qui est souhaitable, et donc globalement, un État a besoin de se rendre utile. Voilà. Donc la légitimité, il la tire de son utilité, en se fixant un but et en étant capable d'atteindre son but, c'est aussi simple que ça. Ce but, cette vision du bien commun, c'est ancré dans la culture, c'est ancré dans une civilisation, c'est ancré dans les gens qui vivent dans un pays, dans les mentalités au plus profond de nous-mêmes. Et cette vision de bien commun, c'est l'âme d'une nation. C'est-à-dire que c'est à la fois ce qui la meut, c'est ce qui lui permet de vivre, et c'est ce qui la rend unique. C'est ce qui la meut, c'est-à-dire que c'est ce qui lui permet de créer des objectifs et de tendre vers. Mettons que je souhaite que l'intégralité de la population soit qu'il n'y ait plus d'analphabétisme, oui, ou en tout cas qu'il n'y ait plus d'analphabètes. Je vais donc créer des écoles. Voilà, admettons que je souhaite qu'il n'y ait plus de discrimination raciale, je vais créer des lois de manière à essayer de tendre vers cet objectif. Peu importe l'objectif vers lequel on se dirige, peu importe, nous sommes mus par une vision d'un idéal que nous partageons. C'est ce qui lui permet de vivre, parce que il est souhaitable, si je veux cohabiter avec mes voisins, que nous ayons un projet de vie et un projet de société qui soit à peu près similaire. Si je vis avec un marchand d'esclaves et que je suis très favorable à la liberté des individus et très moderne dans ma façon de penser, je risque d'avoir du mal à l'accepter tel qu'il est, et en cas de crise, en cas de coup dur, je risque d'avoir un certain nombre de tensions vis-à-vis de cette personne. Bon. Et c'est ce qui la rend unique, c'est-à-dire que les sociétés ont des aspirations qui sont différentes entre elles, et voilà. Donc chaque société tend vers le bien commun,
ces sociétés sont organisées par des pouvoirs politiques qui sont représentés par des personnes et par des institutions. Et ces personnes et ces institutions prélèvent des ressources, des richesses, des possessions, du temps, de l'attention, et justifient cette ponction dans le but de tendre vers un mieux, et vers le bien, vers un bien commun, vers quelque chose vers un mieux. Donc le bien commun est ce qui légitimise le pouvoir politique, voire même tout pouvoir, parce que je pense même que une association, par exemple, donc tout pouvoir politique, une association est légitime du fait qu'elle tend vers le bien commun, je dis n'importe quoi. Médecins sans frontières, par exemple, je donne un exemple, Médecins sans frontières, par exemple, se légitimise, c'est-à-dire demande des subventions publiques et privées, demande à des gens de faire du bénévolat, arrive à mobiliser des gens du fait qu'elle propose une vision du monde qui leur paraît souhaitable, elle propose une série d'actions qui leur paraît souhaitables pour vivre dans un monde meilleur. Voilà. Donc, toute organisation, peu importe cette organisation, tend vers un modèle meilleur, même, souvenez-vous, les organisations que l'on pourrait considérer comme ne tendant pas du tout vers quelque chose de meilleur. Par exemple, le fascisme mussolinien, le stalinisme et l'hitlérisme, par exemple, peuvent partir du principe qu'une société totalitaire avec un pouvoir très fort qui encadre solidement l'individu permet une certaine efficacité et permet, de tirer l'homme vers le haut, mettons. En tout cas, il y a une idéologie, il y a une vision du bien, avec une conception du bien qui est développée et qui justifie l'action de l'État. Donc tout État, tout homme politique et toute action politique est légitimée par une vision du bien commun. Voilà. Donc il y a un certain nombre de modèles qui sont très variables et très différents. Je vais en citer quelques-uns. Par exemple, le capitalisme part du principe que il est souhaitable qu'il y ait des gens qui puissent être extrêmement riches, parce que ces gens qui peuvent accumuler de la richesse vont être aussi les plus industrieux. Et donc, en accumulant de la richesse, ils vont créer plus de richesse encore pour la société. Et cette richesse, tout le monde en fait dans la société va en profiter. Donc, ça va être des gens qui vont être aptes à produire des richesses, qui vont être riches et qui donc vont pouvoir utiliser cette richesse pour produire encore d'autres choses, plus de choses. Voilà. Le libéralisme part du principe qu'il est bon que les acteurs économiques soient libres, parce que par un mécanisme d'équilibre et de main invisible du marché et d'équilibre du marché, le marché va s'autoréguler, la production va aller dans ce qui manque, et les acteurs vont avoir une espèce de bonne intelligence qui va leur permettre de répondre aux besoins de la société. Le libertarisme va considérer que chaque individu sait ce qui est bon pour lui, et il est le meilleur juge pour savoir ce qui est bon pour lui. Et donc, finalement, si tout le monde cherche son propre bonheur, et étant heureux, arrive à faire de bonnes choses, finalement, ça va créer une espèce de cercle vertueux qui va rendre un maximum de gens heureux. La République, dans laquelle nous sommes en France, considère que les gens ne sont pas égaux à la naissance, ce qui est une réalité, et donc il y a des gens qui sont plus aptes que d'autres à gouverner parce qu'ils auraient des caractéristiques préférables. Et donc il faut que nous choisissions des chefs qui vont donc diriger les autres. La démocratie part du principe que, démocratie dans laquelle nous sommes aussi également supposés être, la démocratie part du principe que il est souhaitable que les gens choisissent ce qui va leur arriver, et que le vouloir de la multitude est préférable au vouloir d'un seul, par le fait que la multitude empêche les excès d'un seul homme, et à moins d'excès, dirons-nous. Donc la volonté populaire, la volonté générale, d'après ces hypothèses et ces théories, tombe plus souvent juste que la volonté d'un seul. Donc nous sommes à la fois dans la République et dans la démocratie, c'est-à-dire que
Nous sommes dans un système un peu bétonnant dans lequel nous choisissons un chef, c'est-à-dire nous nous dépossédons de notre pouvoir au profit de ce chef. Mais ce chef, en théorie, gouverne avec notre assentiment, parce que nous avons voté pour lui, donc avec notre permission en quelque sorte, pour notre compte. Il tire la légitimité de l'acceptation populaire et du vote populaire. Et voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? On pourrait trouver par exemple le royalisme. Alors on va énoncer rapidement, mais le royalisme qui part du principe que il est bon qu'il y ait un monarque, parce que le monarque reste alors que les gens élus passent, et le fait que le monarque reste le rend un allié objectif du peuple face aux puissances d'argent, vu qu'il a intérêt à ce que les choses se déroulent bien, entre guillemets, qu'il n'y ait pas de révolution trop souvent, et donc que les gens ne crèvent pas de faim, là où un président peut, à la fin de son mandat, finir sa carrière et faire autre chose. Et donc ça permet aussi moins de collision entre le privé et le public. Par exemple, on peut penser, alors quand je parlais des papous, des modèles très tribaux qui consistent que le bien-être de l'individu et donc de la société est possible du fait que les modèles sociaux sont extrêmement petits et donc que les gens se connaissent, se font confiance et que ça crée un certain nombre de cercles vertueux. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre comme modèle politique? L'anarchisme, par exemple, part du principe qu'il ne faut pas qu'il y ait de système de domination entre les individus. Bref, il y a un certain nombre de modèles qui permettent de tendre vers le bien commun, de choisir une vision du bien commun et de tendre vers ce bien commun. Voilà. Mais donc, il faut insister sur le fait que chaque civilisation a une vision du bien commun, chaque société a une vision du bien commun, chaque société a des chefs, en tout cas jusqu'à présent, parce qu'on n'a pas de modèle anarchiste qui marche ou qui ait marché sur de longues périodes. Ces chefs ont besoin de légitimité, systématiquement, toujours. Cette légitimité est en fait une efficacité, une utilité, et cette utilité s'appuie lourdement sur la notion de bien commun qui est présente dans la société. Voilà. Si déjà vous avez compris ça, on part sur de bonnes bases. Bon. Ça, c'est une citation à la con, je pense que je la retirerai. Or, de nos jours, nos représentants, et je vous apprendrai probablement rien, ont un déficit de légitimité. C'est-à-dire que, comme indique le mot représentant, nos représentants sont censés nous représenter, et on se rend compte au niveau de leur code de popularité que nos représentants, malheureusement, ne représentent pas grand monde. Nos présidents de la République, lors de la première année de leur mandat, ont systématiquement, et ce depuis même avant Chirac, une cote qui descend de manière vertigineuse dans les premiers mois de leur exercice et qui ne remonte jamais. Et qu'ils ont toujours une cote de popularité qui descend et qui oscille entre 25 et 35%. Voilà, ça remonte éventuellement un tout petit peu quand il y a des attentats et quand il y a des problèmes, et ça s'effondre très rapidement après. Voilà, donc nous avons des représentants. Alors là, je parle des présidents de la République parce que c'est la figure avec laquelle on a le plus l'habitude de regarder en France, mais je parle également des maires dans les grandes villes, notamment les maires, ou même les députés et les sénateurs. Parce que vous avez l'impression que vos maires, vos députés, vos sénateurs vous représentent. Alors si vous êtes dans un tout petit village, peut-être que c'est le cas. D'ailleurs, même peut-être qu'au niveau national, vous vous sentez effectivement bien représenté par vos politiques. Mais le fait est qu'il y a un déficit de représentativité. On a, en tout cas, beaucoup de citoyens ont l'impression que le bien commun n'est pas servi de manière efficace, et qu'il y a un certain nombre d'intérêts privés qui sont servis également, notamment par un travail de lobby qui est relativement important en France et en Europe. Et donc, à la fois la vision du bien commun et nos représentants, enfin, on va dire que nos représentants, nous ne sont plus représentés parce qu'on les sent déconnectés. À chaque fois qu'on leur pose des questions sur la vie quotidienne des Français, le coût de la vie, ce genre de choses, ils ont l'air d'être relativement déconnectés du quotidien. Ils ont des métiers, en général, bien rémunérés, des niveaux socio-professionnels assez excellents. Et donc on ne les sent pas littéralement représentants. Et à côté de ça, on a du mal à les voir vraiment batailler pour
défendre une vision du bien commun qui soit défendue par le reste de la population. Et ça entraîne une chute de leur popularité, et donc un manque de légitimité, parce qu'il ne faut pas oublier que leur légitimité vient du fait qu'ils soient nos représentants. Donc ça, c'est la partie démocratique. La partie républicaine, comme je vous l'ai dit, la République, c'est l'élection de chefs qui doivent être chefs parce qu'ils ont des capacités exceptionnelles. Et là aussi, ça pêche un peu parce qu'on a quand même un certain nombre d'hommes politiques qui n'ont d'élite que le nom. C'est-à-dire qu'élite politique, c'est souvent un oxymore de nos jours. On a des représentants politiques et journalistiques, c'est-à-dire du personnel politique de premier niveau en France, qui fait de ces bourdes où l'on se dit que on a honte. Et donc là aussi, difficile de s'identifier à cette figure de chef, qui devrait être quelqu'un d'un peu exceptionnel, un modèle de probité, un modèle d'intelligence, un modèle de culture. Je pourrais donner des tas d'exemples. Il y avait une espèce de ministre qui avait, je crois que c'était sous Sarkozy, qui avait écrit un bouquin, et un journaliste vient l'interroger, un journaliste assez bienveillant d'ailleurs, vient l'interroger, vient l'aider à faire la promo de son livre, et lui dit: quel est votre livre préféré? Et le type lui dit Zadig et Voltaire, qui est une marque de fringues. Il dit Zadig et Voltaire, c'est mon livre de chevet. Bon voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a les citations, certaines sont assez gênantes, certaines expressions en public sont assez gênantes. On a voilà, c'est plus ou moins, enfin, on a quand même un certain nombre de bourdes, dirons. Et donc on a des représentants qui sont pas vraiment l'élite de la patrie, dirons-nous. Donc nous sommes en démocratie. La démocratie implique une puissance politique. Alors, cette photographie, c'est le discours de Gettysburg de Lincoln, qui date de... je sais pas lu quelle date, il faudrait que je le note. Dans lequel il définit la démocratie comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, et c'est une description qui est vraiment restée. Voilà. Donc le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça, en théorie, c'est la définition de la démocratie qui est assez consensuelle, c'est-à-dire tout le monde est à peu près d'accord. Bon. Donc voilà, donc je dis, ça, ce sont nos représentants. Comme le montre leur code de popularité, ils ne représentent pas grand monde, c'est acté. Peu après leurs élections, en tout cas, ils ne représentent plus grand monde. On leur trouve des qualités souvent où on les juge indignes d'être des chefs d'État. Et on considère que d'autres personnes seraient plus dignes, et c'est pareil pour les députés, c'est pareil pour les sénateurs. Je ne dis pas que je ferais mieux, bien très très loin de là, hein. Mais je suis pas élu à la fonction suprême, et puis je suis extrêmement jeune. Donc, et à côté de ça, la démocratie implique que nous ayons une capacité d'action. C'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, moi, on m'a dit que parce qu'on n'était pas sous une dictature, parce qu'on était en démocratie, par mon vote, par une action politique, je pouvais vraiment changer les choses. Alors j'ai constaté que le français du quotidien a que très très peu d'influence sur ce qui se passe dans son pays. Il ne peut quasiment rien changer, le français du quotidien. Il peut aller voter, certes, mais s'il vote, il aura droit qu'entre un certain nombre de candidats qui peuvent faire des promesses qu'ils ne sont pas obligés de tenir, candidats qui s'inscrivent dans des partis dont je ne sais rien, je ne connais pas l'organisation d'un parti, je ne sais pas les financements de ce parti, quels sont ses financements, je ne sais pas son organisation, je ne sais pas les courants idéologiques qu'il traverse et quelles sont les tendances. Voilà, je ne connais pas les promesses des présidents, je connais certains de ses soutiens, mais pas tous. Et je sais par contre qu'il va me faire un certain nombre de promesses et qu'il est absolument tenu d'en tenir aucune. Et je sais également que dans une élection, j'ai droit qu'à un certain nombre de candidats. Et que si au second tour, même parfois au premier tour, il n'y a aucun des candidats qui me bat,
Voilà, je fais comme... qu'est-ce que je fais? Et puis je sais aussi que les candidats sont tous suivis par une équipe de communicants qui leur disent quoi dire, quand le dire, pourquoi le dire. Ce sont des gens qui font des études de marché et qui essaient de trouver les meilleures phrases, les meilleures formulations pour séduire un maximum de monde. C'est-à-dire que leur déclaration ne s'inscrit que rarement dans une pensée critique, dans une pensée puissante qui a pour but d'essayer de tirer le pays vers le haut, mais dans une série de coups de com'. Voilà, qui ont pour but d'interroger, d'intriguer et de se faire mousser et de critiquer les autres. Voilà, donc moi si mon seul et unique pouvoir en tant que citoyen c'est le droit de vote, je suis quand même vachement à poil. Et la vérité c'est que j'ai pas de pouvoir politique. Si je veux changer les choses dans mon pays, au niveau local et au niveau associatif, je peux peut-être essayer de faire des choses, mais même au niveau associatif, si je veux vraiment faire changer les choses, ça demande une énergie de fou, et j'ai toutes les chances de rater. Au niveau politique d'ailleurs aussi, ça demande une énergie de fou et j'ai toutes les chances de rater. Et ça devait être un droit à la base. Donc en fait, la puissance politique devait être un droit du citoyen, c'est-à-dire la capacité d'agir quand même sur son état, alors à son niveau, hein, mais quand même d'agir, alors qu'on voit de nos jours des gens qui font des manifestations et qui ne servent à rien, alors qu'il y a beaucoup de gens qui manifestent. Où on oublie de parler des manifestations, ou quand on en parle, souvent c'est pour les discréditer parce que le gouvernement a intérêt à ce qu'on les discrédite, ou alors c'est pour servir un agenda politique quelconque d'un grand parti. Mais une réclamation légitime a peu de chances d'être entendue en France, sauf si elle sert l'agenda de quelqu'un d'autre. Donc voilà, la question c'est celle-là, c'est quel est mon pouvoir en tant que citoyen. Je devais peut-être avoir une certaine puissance politique, à mon niveau certes, mais une puissance, je devais pouvoir donner mon avis, peut-être proposer des changements. La vérité c'est que je n'ai aucun pouvoir, que pour avoir un quelconque pouvoir politique, il faut en faire son métier. Donc ça devait être un droit, c'est devenu un métier. Et la vérité c'est que les gens qui doivent avoir un pouvoir politique sont tenus, parce que c'est leur gagne-pain, ils ont investi des quantités colossales d'énergie dans cette carrière, dans ce travail, et que à la moindre sortie de route, au moins mauvais pas, s'ils ne montrent pas les bons gages, s'ils ne respectent pas des engagements qu'ils ont tenus, pas au peuple, hein, mais vis-à-vis de certaines institutions ou de certaines personnes, alors ils perdront leur place. Donc on est sur une espèce de jeu de chaise tournante, où tout le monde fait très très attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, à comment il le présente. Il y a une espèce de doxa, et il ne faut pas être à contre-courant, jamais. Jamais, parce que ça peut aller très vite, et il y a tout un tas de sujets où même le silence est suspect. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de liberté d'expression, la liberté d'expression est pas... C'est-à-dire qu'il y a... Par rapport à d'autres pays, on s'en sort bien. Il n'y a pas de gens qui se font tuer, quoique... Mais il n'y a pas de gens qui se font tuer pour des choses qui ont été dites, en tout cas voilà. Mais moi, si je m'exprime sur Internet, il y a à peu près personne qui va m'écouter, ça c'est à peu près clair. Un citoyen lambda, s'il s'exprime sur Internet, il y a à peu près personne qui va l'écouter. Mais s'il fait une carrière, s'il passe un temps effroyable à préparer des arguments, à monter des vidéos sur YouTube, à s'exprimer et qui finit par apparaître un peu dans le débat public, en fonction de ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas, il peut être blacklisté, il peut être traité de tout un tas de mots, complotiste, facho, irréaliste, je sais pas, peu importe, mais il peut être tout de suite décrédibilisé en très peu de temps. Et tant et si bien que cette précaution oratoire que prennent nos représentants, enfin en tout cas le personnel médiatique et politique, nous la prenons nous aussi dans des contextes beaucoup plus privés, dans des contextes familiaux, dans des contextes professionnels, dans des contextes amicaux. Est-ce qu'on peut
parler comme l'on souhaite, sans aucune précaution oratoire, de certains sujets avec des amis autour d'une bière. Avec certains amis, on sait que c'est possible, parce qu'on sait que ils sont relativement francs de collier, mais on sait qu'il y a des choses qui ne se disent pas, on sait qu'il y a des sujets qu'il faut aborder avec beaucoup de prudence, et qui peuvent nous desservir, et qu'il y a des idées qui sont un petit peu nauséabondes et sur lesquelles il faut être précautionneux. Voilà. Donc c'est la question de la liberté d'expression et de notre puissance politique. Je résume, la liberté d'expression n'est pas nulle en France, il ne faut pas dire ça, parce qu'il y a des endroits où c'est semblerait-il bien pire, je ne suis jamais allé, mais c'est ce qu'on dit et je le crois tout à fait. Par contre, la liberté d'expression est loin d'être totale en France, elle est même voilà, c'est un petit peu compliqué parfois de dire ce que l'on pense en France. On est obligé de chercher les mots. On est obligé de chercher les mots et les angles d'attaque. Et le pouvoir politique est faible. Faible. Moi, en tant que citoyen, je vais être obligé de cravacher pendant des années dans une carrière sur laquelle, au moindre faux pas, je risque de tout perdre pour avancer une idée. C'est-à-dire que je vais devoir y dédier ma vie pour avancer une idée. Là où, à la base, l'expression politique devait être un droit et pas un métier. Bon, donc voilà, le pouvoir politique devait être un droit, c'est maintenant un métier, c'est ce que je vous ai dit à l'instant. Et donc je vais vous présenter maintenant une métaphore, qui est la métaphore de l'avion, qui est assez simple. C'est celle d'un cercle vicieux, à savoir que souvent on dit qu'il est bon que le peuple n'ait pas le pouvoir parce qu'il ne saurait pas quoi en faire et qu'il n'a pas les qualités de l'exercer. Et je peux entendre cet argument tout à fait. Le problème, c'est que moins on a de pouvoir, moins on s'intéresse à la chose sur laquelle on n'a aucune prise. Je prends l'exemple d'un avion. Quand je monte dans un avion, je ne connais aucune des règles de portance, je ne connais pas la formation des pilotes, je ne connais pas la conception de l'avion, je n'ai pas vérifié les écrous, les roues, les propulseurs. Voilà. Pourquoi ? Parce que quand bien même je l'aurais fait, si je vais voir l'hôtesse en entrant dans l'avion et je lui dis j'ai fait de l'aérodynamique et je suis convaincu que cet avion va se crasher, elle me donnerait peut-être un petit somnifère pour essayer de m'apaiser et elle me dirait monsieur, tout va bien se passer. Voilà. Donc je n'ai absolument aucune prise sur l'organisation du vol aérien, de mon moyen de transport, et donc je fais confiance aux pilotes pour s'être entraînés et être fiables, je fais confiance aux mécanos pour vérifier l'appareil et que celui-ci fonctionne correctement, et je fais confiance aux concepteurs de l'avion et aux designers qui ont fait une machine qui est volante et qui a volé déjà de nombreuses fois et qui est fonctionnelle du coup. Donc je fais confiance à tous ces gens-là. Et le seul choix qui m'est laissé à moi en tant qu'utilisateur de transport, c'est de monter dans l'avion ou de ne pas monter dans l'avion et de choisir ma compagnie aérienne. Alors, ce qui paraît que peut-être qu'il y en a que je pourrais juger plus fiable que d'autres, plus cher que d'autres, plus agréable que d'autres en termes de, je sais pas, de capacité de bagages, ce genre de choses. Voilà. Donc j'ai la capacité de choisir la marque et de prendre ou pas l'avion. Pour le vote, c'est un peu pareil. Le vote, je sais pas, comme le candidat peut me faire les promesses qu'il veut, je ne sais pas ce qu'il vaut. Je connais pas grand chose de sa vie, si ce n'est souvent des éléments de langage mis en avant par les médias. Je connais pas son tempérament, je connais quasiment rien de lui. Je connais pas ses accointances, je connais pas ses amitiés, je connais pas son idéologie personnelle en dehors de ce qu'il me donne dans son carnet de campagne, mais qui a été travaillé pour convenir à un maximum de gens. Et on me demande de voter. Et quand on me demande de voter, on me dit mais vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, comme dans l'avion. Et bien sûr que les gens, du coup, n'ont aucune connaissance politique, ou quasiment aucune connaissance politique. Ils n'ont les connaissances politiques que leur donnent les médias, c'est-à-dire presque aucune, 2-3 scandales par an, voilà. Qui sont parfois, comme dans le cas de l'affaire Fillon, tombent exactement au bon moment pour servir les intérêts des uns et des autres.
Voilà. Donc l'absence de pratique démocratique, c'est-à-dire notre impuissance, nous rend totalement impotents politiquement et incapables de prendre des décisions. Et on nous dit, mais voyez, vous êtes impuissant politiquement, donc il ne faut surtout pas faire de référendum, par exemple, parce qu'un référendum, oh là là, les gens savent pas de quoi ils parlent. Mais si vous laissez pas aux gens des responsabilités, des informations et un débat public de qualité sur ces questions-là, bien évidemment qu'ils ne sauront pas de quoi ils parlent. Voilà. Donc il y a une espèce de cercle parfaitement vicieux dans notre impuissance politique. Bon. Donc je parlais tout à l'heure de la notion du lien entre la légitimité d'un côté et le bien commun, qui me paraissait être une question importante, à savoir toute légitimité est tirée d'une vision du bien commun et de la manière d'accéder à cette vision du bien commun. Et donc nous allons travailler maintenant sur le bien commun. Je vous rappelle que l'énoncé de cette conférence, donc ce qu'elle est censée décrire, c'est le lien d'un côté entre le bien commun et le consensus. Donc le bien commun, c'est parti. La question, c'est le bien commun est-il une chimère? La chimère, c'est à droite, c'est une espèce d'animal dans la mythologie grecque composite avec une tête de chèvre, non, ça a des ailes, une tête de lion, voilà, enfin, c'est un ensemble, une espèce de mélange d'animal fantastique. C'est-à-dire, c'est une espèce de collection d'animaux un peu imaginaire. Et dans le langage courant, une chimère, c'est ça, quoi. Est-ce que le bien commun, c'est une série de promesses, une série de choses désirables pour différents acteurs de la vie politique, mais qui se contredisent elles-mêmes. Et en fait, comme les hommes politiques peuvent faire des promesses aux uns et aux autres, c'est-à-dire le discours d'un homme politique ne sera pas le même s'il s'adresse au MEDEF ou s'il s'adresse à des gens des gens qui font grève alors que leur usine va être délocalisée, par exemple. Peut-être que la chimère, justement, c'est une espèce de kaléidoscope avec plein de visions côte à côte, juste à poser, et où chacun essaie de voir un monde dans lequel il essaie de un peu optimal pour lui, quoi. Voilà, et à gauche, donc, nous avons Staline, le petit père des peuples qui tend le bras, et comme je le dis, le bien commun, c'est la justification de tous les systèmes politiques. Et à force d'être la justification de tous les systèmes politiques, et à force d'être déçu, parce que ça ne sert que de justification, il y a quelque chose qui est très important de comprendre. Alors ça, c'est une règle presque universelle, tellement c'est fréquent et tellement c'est délétère. Mais l'être humain qui est un peu désorienté et désorganisé fait quasiment toujours la même erreur. Et c'est très très important. Il confond la fin avec le moyen. Et on lui fait souvent confondre la fin avec le moyen. La finalité avec le moyen, l'équipement pour arriver à cette finalité. Et c'est souvent le cas, c'est-à-dire que le bien commun, comme on l'a vu tout à l'heure, devrait être la finalité. C'est-à-dire que l'homme politique, son but, ça serait de fédérer des gens pour essayer d'atteindre un bien commun et hop, les amener à ce bien commun. Or, souvent, le bien commun, c'est une justification à un comportement. C'est-à-dire, ça sert à rassurer les gens, à leur un peu d'outils pédagogiques, quoi, et ça permet d'avoir les coups des franches et de se justifier, de justifier des actes. Donc, normalement, ça devrait être le maître de l'homme politique, et finalement, ça devient un outil qui permet à l'homme politique de faire un peu ce qu'il veut, quoi. À travers de bonnes phrases. C'est ça la question, c'est est-ce que le bien commun, c'est un réseau, c'est au travers d'un raisonnement honnête et sincère, où parfois on peut dire qu'on ne sait pas, qu'on n'est pas bien sûr, qu'on est faible et qu'on n'y arrive pas. Donc, et qu'on cherche tout de même le bien commun quoi qu'il en est, et que même si on n'est pas élu, on le sert. Ou alors est-ce que cette notion de bien commun, c'est juste une espèce de vague sentiment que les gens ont, et donc on leur donne des éléments de langage, des expressions, des mots, des explications, qui les rassurent et qui leur font accepter les choses. Voilà.
Donc à force d'être trompé, à force d'être déçu, euh, les gens ils finissent par croire que le bien commun ça n'existe pas et que c'est une chimère, vu que en fonction des gens à qui on s'adresse, on promet des choses différentes. Et donc il y a vraiment une partie de personnes en France qui sont déçues et qui finissent par être cyniques et par considérer que le bien commun ça n'existe pas, quoi. Que c'est un mensonge et que c'est une illusion. Mais je crois que c'est faux. Je crois qu'il n'y a rien qui est plus faux. Je crois que le bien commun a existé, peut-être même de toute éternité. Je crois qu'il existe et je crois qu'il existera. Mais je crois que comme tout ce qui est beau et grand, c'est travesti, c'est utilisé pour des fins beaucoup moins nobles, c'est maquillé et c'est travesti. C'est travesti à son corps défendant et c'est terrible. C'est terrible parce qu'il dévoie quelque chose qui est beau. Alors, comment est-ce que je sais que le bien commun, ça existe? Donc, le bien commun existe-t-il? Alors, moi, je vais essayer de commencer par l'expliquer comme ça. La politique n'est pas un jeu à somme nulle. Bien évidemment, le pouvoir n'a pas des fonds illimités, ne peut pas tout financer en permanence et de manière illimitée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion à avoir sur les dépenses et toutes les dépenses ne peuvent pas être faites en même temps. Et donc, il y a des choix à faire. Et donc, dans ce cas-là, il y a des secteurs à privilégier par rapport à d'autres. Mais mon bien-être, mon bonheur, n'implique pas le malheur de mon voisin. Et d'ailleurs, ces espèces de logiques un peu qu'a ce poison intellectuel du le bonheur des uns fait le malheur des autres. Alors, parfois c'est vrai, hein. Parfois c'est vrai, parfois une rupture fait un heureux parce qu'il va pouvoir se dire qu'il va pouvoir récupérer un des, un des deux partenaires qui rompent. Ça existe, parfois, mais c'est quand même généralement faux. Et cette pensée que le bonheur des uns fait le malheur des autres est une saloperie. Est-ce qu'un suicide, ça fait le bonheur des gens? Je pose la question. Est-ce que la peine de la personne juste qui va ensuite se suicider, et toute la souffrance qu'il y a avant, est-ce qu'ensuite, une fois qu'il s'est suicidé, la souffrance de la famille, des proches, des parents, des enfants, de la compagne ou du compagnon, tout ça, est-ce que ça, il y a quelqu'un qui jubile quelque part secrètement et qui dit oui, c'est flingué, c'est génial? Ben non, ben non. Et en admettant qu'il y ait un pervers qui jubile de ça, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça en vaut le coup? Ben non. Enfin, est-ce qu'il y a une commune mesure entre la souffrance d'une partie et la jubilation que pourrait ressentir un pervers là-dessus? Ou la personne qui a poussé cette personne au suicide, le tout petit plaisir qu'elle en a tiré, en admettant qu'il y ait une personne qui en a tiré du plaisir, ce qui est déjà loin d'être dit, est-ce que ça a une commune mesure avec la quantité de malheur que ça a produit? Bien sûr que non. C'est totalement con. Alors, je ne veux pas dire que je peux comprendre hein, qu'il y ait des gens qui, par cynisme et par puissent avoir à l'esprit que le bonheur des uns fait le malheur des autres, parce que finalement ils sont tellement malheureux et qu'ils envoient des gens heureux et ils disent qu'il y a une causalité entre les deux, mais c'est pas le cas. Prenons par exemple la question du travail des enfants. Est-ce que le travail des enfants, est-ce que vous pensez que ça fait jubiler des gens, ça? Je crois pas. Alors, très honnêtement, il y a des gens qui ont pour intérêt que les enfants travaillent. On pourrait penser aux grands PDG de certaines entreprises qui exploitent les enfants. Alors c'est dans leur intérêt économique. Je pense déjà qu'en tant que personne, c'est pas dans leur intérêt. Je pense que ces gens-là, souvent, ont des quantités d'argent tout à fait suffisantes. Je pense que ces modèles pourraient fonctionner sans le travail des enfants. Je pense que j'ai vu récemment une publicité d'une ONG qui expliquait que alors, une ONG en plus c'est pas nécessairement toujours ma tasse de thé, hein, mais une publicité d'une ONG qui racontait que le coût de la main-d'œuvre des producteurs manuels qui faisaient un t-shirt de 29 €, c'était 14 centimes, c'était 0,6% du prix total. 14 centimes. Fois 3, ça fait quoi? Ça fait 40 centimes. Quel est le problème? Donc, ensuite, on pourrait penser que ce serait mieux que ce soit fait en France, localement, que ça donne
du travail à nos employés à nous, plutôt que de les laisser désœuvrer dans le chômage, que ça nous éviterait de leur donner des aides sociales et du chômage, et que finalement on s'en sortirait mieux si on produisait des choses locales et localement et avec davantage d'éthique. Bon, ça c'est une question différente, la question de la relocalisation, la question de l'emploi, ce genre de choses, c'est des questions complexes. Mais en tout cas, juste dans la question du travail de l'enfant. L'idée c'est qu'un enfant, le travail d'un enfant, ça coûte un petit peu moins cher que le travail d'un adulte, vraiment pas beaucoup, et que le prix du travail de ces trucs-là, c'est rien dans le produit fini. Et comme je disais, alors nous, là, je défends le fait que je dis que ça peut être dans l'intérêt de certaines personnes, je partais du principe donc du coup que ça pouvait être dans l'intérêt de nous en tant qu'occidentaux qui consommions ces produits, mais non, enfin, on pourrait payer 30 ou 50 centimes de plus un t-shirt, on pourrait payer, je sais pas, 12 € de plus notre smartphone sans que ce soit vécu comme de manière insupportable. On pourrait... et ces personnes-là, donc du coup, qui sont ces chefs d'entreprise, et donc du coup qui vivent de l'exploitation et du travail de mineurs, qui souvent travaillent dans des conditions difficiles, avec des métiers qui sont dangereux pour la santé. Lorsque je ferai vraiment la conférence, j'aurai des chiffres. Mais est-ce qu'elles sont vraiment heureuses? Est-ce que vraiment elles jubilent de ce malheur parce que je pense que c'est un malheur. Est-ce que ça leur fait du bien vraiment? Moi, je connais plein de gens qui ont tout à fait de l'argent, c'est-à-dire une capacité qui gagnent de l'argent, et parfois des sommes assez conséquentes. Alors parfois qu'ils le gagnent par leur travail, parfois qu'ils le gagnent même par des revenus passifs. Et ces gens-là sont parfaitement dépressives et anxieuses. Et très malheureuses, très très malheureuses. Et ça, c'est relativement mon boulot, donc je les vois autour de moi et je pense à même d'estimer leur souffrance et de comprendre qu'elles sont en tout cas de pouvoir témoigner du fait qu'elles soient malheureuses et qu'elles aient, je connais des personnes qui gagnent moins une d'entre elles qui gagnent, je sais pas, plus de 20 000 € par mois. Donc qui gagnent beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. Bon. Donc, est-ce que le bonheur des uns fait le malheur des autres? Moi, si le bonheur des uns fait le malheur des autres, c'est très simple. Alors, le travail des enfants en France aussi, comme ça, dès la primaire, on prend et on les rend un peu productifs, parce que bon, ben, ils seront malheureux et ils feront du bonheur, et voilà. Et puis c'est à peu près équivalent, et puis rien ne sert à rien. Et puis au moins ça sera un peu productif, quoi, et puis ça aura un peu de la gueule. Donc on prend les enfants de la primaire, une partie, hein, pas tous, parce qu'il faut qu'on ait des cadres et des contremaîtres, mais une partie on les met dans des usines textiles, et puis comme ça fera un peu de concurrence en Inde. Et aussi on légalise le viol et le meurtre, parce que la souffrance qu'on pourra faire fera du bien-être d'autre part. Puis pourquoi faire des lois en fait, tout simplement, voilà quoi. Donc c'est con. Tout ça pour dire, c'était une démonstration un peu longue, un peu maladroite, mais ça pour dire que le bonheur des uns fait le malheur des autres, c'est très con. Et en politique, plus qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des cercles vertueux. Il y a des cercles vertueux. Souvent, mon bonheur va impacter le bonheur de mon voisin de manière positive. Si on est content de nos services publics, on sera tous les deux contents de nos services publics. Si lui, il est épanoui dans son job et qu'il fait du bon travail, ben moi, je serai content quand je vais aller utiliser ses services. Si il est content avec sa femme et avec ses enfants et qu'il a une vie qui lui est agréable quand je vais le croiser et qu'il sera souriant et qu'il me demandera comment ça va, je serai content de le voir bien plutôt que de le voir dépressif et alcoolique. Voilà, je pense que... Donc il y a vraiment un intérêt à créer des dynamiques positives, et il y a des possibilités de dynamiques positives. Alors, j'ai toujours pas défini le bien commun, j'ai un petit peu tourné autour du pot, mais le bien commun, pour le faire de manière extrêmement simple, et d'ailleurs si je l'ai un peu défini plus haut, c'est quand ça se passe bien en fait. C'est-à-dire, quand la situation politique est pérenne, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de... D'ailleurs c'est une des manières de le définir. Le bien commun à minima, c'est l'absence de mal commun. Alors on va me dire, qu'est-ce que c'est le mal commun? Tout est relatif, ultra-relativisme postmoderne, machin. Et donc on ne peut pas dire que c'est bien, que c'est mal, parce que ça dépend et tout. Très simple, la famine de Pologne, un tiers de la population meurt en 3 ans.
les gens nourrissent leurs enfants avec des cadavres d'autres de leurs enfants. Voilà, ça c'est mal. Ça, globalement, c'est très mal. Personne ne désire ça. Autre chose non désirable, le travail des enfants. Si vous êtes considéré que c'est très relatif, dans ce cas-là, c'est bien. C'est bien. Entraînez vos mômes à l'école, quoi. Et si vous êtes encore en âge, si vous écoutez cette conférence et que vous avez 6 ans et demi, lancez-vous dans le business, quoi. Lancez-vous sur le marché du travail, qu'est-ce que je vous dis? Sinon, faites-le pour vos gosses. Voilà. Donc moi, je pars du principe que tout n'est pas relatif, qu'il y a des trucs qui sont mieux que d'autres. Et c'est vrai dans toutes les civilisations. J'ai un copain qui est turc et qui me racontait qu'il y avait un dicton en Turquie qui disait en gros, il n'y a pas de déjection là où on mange, on fait pas ses besoins là où on mange. Bah, ça s'appelle des normes d'hygiène. Les normes d'hygiène, elles sont assez peu relatives en fait. Urine tous les matins dans son lit, ça se passera très mal. Voilà, donc au moins ça. Et ensuite, on peut essayer. Alors, je suis pas Superman. Je peux pas essayer de faire une définition du bien et du bien commun comme ça. Si d'ailleurs, je pourrais essayer. Et ça ferait l'objet d'une conférence. Mais le bien commun existe. Le bien commun existe et le bien commun à la louchasse, parce que là, on essaie d'aller vite, parce que c'est une conférence qui est déjà suffisamment longue comme ça. Mais à la louchasse, le bien commun, c'est quand ça se passe bien. Voilà. Et le bien commun, c'est pas plus relatif que ça. Alors il faut le chercher un petit peu, mais c'est pas pour ça qu'il y a des recettes toutes faites qui permettent d'atteindre le bien commun. Mais il y a des situations concrètes où il y a des bons leaders qui proposent de bonnes mesures et où ça se passe bien. Et il y a des situations catastrophiques. Voilà. Donc on tend vers ce qui est bien et on se débarrasse de ce qui est catastrophique. Bon, donc le bien commun, c'est bien, le mal commun, c'est pas bien. C'est très basique. Donc là, je vais parler donc du coup du fait que donc au moins le bien commun, c'est pas le mal commun. Je peux essayer de faire une définition de la différence entre l'intérêt général, l'intérêt collectif et le bien commun. L'intérêt collectif, il y a une idée de collectivité derrière. C'est une idée de silo, c'est-à-dire d'individus, de collection d'individus. C'est une collection, c'est plein d'individus mis côte à côte. Les individus vis-à-vis du groupe sont un peu dans une logique où ils doivent y trouver leur propre intérêt, leur propre avantage, et donc ils peuvent se sortir du collectif s'ils sentent pas qu'ils y gagnent finalement. Et donc chacun va essayer de tirer un peu la couverture à soi, et le but du collectif, ce sera de donner un maximum de bonheur et de plaisir, donc ça c'est l'intérêt collectif, à chacun de ses membres. Et donc, l'intérêt collectif, finalement, c'est la somme des intérêts particuliers. Voilà, c'est une vision qui est intéressante, mais qui me paraît pas être la plus intéressante. Ensuite, on a l'intérêt général. Alors, l'intérêt général, en fait, c'est l'idée par rapport à l'intérêt collectif de dire que il y a quelque chose en plus dans l'intérêt général que la somme des intérêts particuliers. C'est de dire que déjà une société, c'est pas que les vivants, c'est les morts et c'est les personnes à naître. Donc peut-être qu'il peut être dans notre intérêt collectif de polluer comme des bâtards sans tenir compte des générations futures, mais peut-être que l'intérêt général, c'est-à-dire les personnes à naître, on a un intérêt à modérer notre pollution. Peut-être que individuellement, notre vie serait plus agréable et plus facile si on disait après nous le déluge. Mais c'est contraire à l'intérêt général. Donc ça c'est vis-à-vis des personnes à naître, mais l'intérêt général c'est vis-à-vis aussi de nos aînés, c'est-à-dire qu'ils nous ont légué un patrimoine intellectuel, culturel, économique qu'il faut essayer de conserver, qui est exceptionnel d'ailleurs, ce patrimoine. Ce sont des choses folles, je veux dire même les choses les plus évidentes, sans même parler d'ordinateur et d'internet et de voilà. Le langage, c'est fou. La notion même de route, c'est incroyable. Le verre, vous imaginez, donc vous vivez sans contact avec les autres, sans civilisation et sans technologie. Donc on construit des maisons, bon ça encore ça va, avec des abris et tout. Puis à un moment on fait des murs, et en fait ces murs c'est du sable fondu et c'est transparent. Et à la fois ça nous protège de la pluie, du vent et du froid. Et à la fois durant la journée il y a le soleil qui rentre quoi. C'est fou. Et on voit à travers. C'est incroyable. Non mais c'est sinon, donc ça c'est l'héritage et alors pour le verre bien évidemment, enfin il faut être très très con pour se dire que demain il y aura plus de verre, mais pour les poèmes, pour la poésie, pour le langage,
On peut dire aussi que parfois on maltraite un peu l'héritage de nos anciens, et que ça serait bien de le conserver pour les générations futures, parce que c'est pas parce que nous on sait pas en faire cas que ce sera le cas à l'avenir, et qu'il faut garder ce patrimoine. Voilà. C'est le cas aussi pour le paysage, pour tout ça. Donc ça, c'est l'intérêt général. L'intérêt général, c'est aussi l'idée que le plus agréable, en tout cas une bonne partie de notre bien-être et de notre plaisir, c'est le fait que ça se passe bien avec les autres membres et qu'il y a une bonne entente entre les membres, quoi. Ça, c'est très très important. Et que dans un repas, une partie du plaisir vient de la compagnie. Et il vaut mieux un repas extrêmement frugal où on n'a pas grand chose à manger, mais avec des gens qu'on aime beaucoup et qu'on n'a pas vu depuis longtemps, et qui va être un régal, qu'un repas où on va manger des choses délicieuses dans une ambiance de merde, et ça va être un enfer, quoi. Donc ça, c'est l'intérêt général. L'intérêt général, c'est le fait que les individus ne sont pas des êtres isolés, qui vivent dans un groupe, que l'intérêt du groupe est supérieur à l'intérêt individuel, et que ce groupe est très important dans leur bien-être, parce que c'est ce qui leur a amené un patrimoine sidérant, c'est ce qui va amener un patrimoine sidérant aux individus qui vont suivre, et que c'est important à la survie de l'individu, et qu'il n'est pas du tout question, comme dans l'intérêt collectif, que l'individu choisisse de pouvoir faire sécession avec le reste du groupe en fonction de ses intérêts propres et de ses envies, quoi. C'est t'es dans le groupe, tu es né dedans, tu parles la langue, et tu fais en sorte que ça se passe bien. Donc ça, c'est l'intérêt général. Et donc maintenant, intérêt collectif, intérêt général, et on pourrait se demander, mais quelle est la différence entre l'intérêt collectif, l'intérêt général, on vient de le voir, et le bien commun? Et ça n'aura pas échappé aux plus vigilants d'entre vous. Intérêt collectif, intérêt général, il y a deux intérêts, bien commun, il n'y a pas d'intérêt, il y a le bien. Et c'est le bien et l'intérêt, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Alors, c'est pas vrai, ça n'a pas rien à voir, ça a même beaucoup à voir. C'est-à-dire que je pense que le bien, qui est un mot extrêmement flou, est dans l'intérêt des personnes concernées. Mais je pense que en cherchant l'intérêt, en fait, c'est deux choses différentes de chercher l'intérêt et de chercher le bien, même si le bien est dans notre intérêt. Quand on cherche notre intérêt, on cherche à se servir. Quand on cherche le bien, on cherche à servir. Très basiquement, c'est ça. Et ça n'a rien à voir. Je pense que l'être humain n'a pas que besoin de remplir un bien-être, d'avoir un maximum d'objets et de se gaver et de jouir. Il a besoin de servir et de servir quelque chose de plus grand que lui qui le dépasse. De participer à quelque chose qui le dépasse et qui soit plus grand. Et fondamentalement, l'être humain a besoin de servir. Il a besoin d'un projet. Et c'est, je crois, beaucoup là où pêche notre idéal moderne. Notre idéal moderne qui essaie de combler, de satisfaire l'individu dans tous ses désirs et dans tous ses caprices et dans tous ses besoins. Voilà. Je pense également que lorsque le principe même de l'intérêt, c'est d'essayer de maximiser le rendement, c'est-à-dire d'avoir un maximum de profit pour un minimum d'investissement, un minimum d'effort pour un maximum de rendement, quoi. Et je crois que ça, c'est une logique qui est une logique anti-vie. Parce que je crois que ça nous amène à être un peu laid et un peu... je suis pas sûr que l'homme soit fait vraiment pour s'économiser, quoi. Je pense que l'homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, a besoin de choses qui le dépassent. Il a besoin de vérité, de beauté et de bien, c'est-à-dire de produire de bons fruits pour les autres. Et que ces trois choses le dépassent. La beauté le transcende et le dépasse. La vérité peut le transcender et le dépasser. La beauté peut le dépasser et le transcender. Et le bon peut le dépasser aussi. Et ce sont des choses qu'il est capable de servir et qui vont au-delà de lui-même. Et que dans ce bien commun, lui qui est une merdouille, qui est une espèce de... Lui, c'est moi, hein, c'est vous aussi, probablement, si vous êtes d'accord avec moi. Mais, et d'ailleurs, je pense même que c'est vous, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est-à-dire cette espèce de sac de chair et d'os qui fait entre 50 kg et 100 kg. Espèce de sac de saucisse. Espèce de singe un peu avec des variantes, quoi. Eh ben,
il peut s'incarner dans la construction de quelque chose qui a commencé à la nuit des temps et qui va mourir bien après lui. Et je crois que ça, c'est fou, ça. C'est le sacré. C'est-à-dire, il peut rentrer en contact avec des choses qui le dépassent infiniment. Et pourtant avec lesquelles il interagit. Et je crois que l'être humain a besoin de ça pour être heureux. Voilà, tout simplement. Donc, vous pouvez préférer l'intérêt général, voire même l'intérêt collectif au bien commun, ça vous regarde. En ce qui me concerne, je pense vraiment que le bien commun doit être notre boussole. Et je pense que c'est très très important. Je le montrerai d'ailleurs dans la seconde conférence, donc de ce binôme de conférences sur l'aspect un peu plus pratique. Mais le modèle que je propose, c'est-à-dire le fait que le citoyen puisse construire des lois qui tendent vers le bien, déjà lui permet de réfléchir à des absolus, à des choses qui concrètement sont puissantes et le dépassent, mais en plus, ça lui permet de s'inscrire dans un projet qui va le dépasser. C'est-à-dire que s'il arrive à produire une loi qui ensuite est votée et acceptée, qui va un peu modifier la société, ces modifications et l'application de cette loi va probablement dépasser la durée de sa vie. Il y a quelque chose de beau dans la politique, c'est que l'effort politique et l'impact politique et les institutions nous survivent. Et donc, il travaille pour lui, mais il travaille aussi pour ses enfants. Et ça a plus de gueule que d'aller s'acheter un Big Mac en fin de semaine, quoi. Voilà. Bon. Alors, comment trouver le bien commun? Alors, comme moi je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis pas Einstein et du coup, je ne sais pas comment on trouve le bien commun. Alors, si, je sais comment on le trouve parce que je défends le fait que le consensus est un indicateur du bien commun et je pense que c'est très exact. Mais comment trouver le bien commun? Bah, je sais pas bien. Je sais pas bien. Je pense qu'on en a l'intuition. Je pense qu'on en a l'intuition. On a une fierté quand on est droit dans ses bottes et quand voilà. Et si on en est très attentif, si on n'essaie pas de se gargariser avec des espèces de sentiments un peu surfaits, donc on peut avoir une intuition du bien commun. Et à côté de ça, on peut ressentir la honte. Et la honte, c'est l'indication du mal, du dysfonctionnement et du fait qu'on n'est pas à notre place. Voilà. Et le bien commun, on en a très très fortement l'intuition. J'en parlerai tout à l'heure, mais je vous donne un exemple. Mais voilà, je pense que très très concrètement, on en a très très vite l'intuition, le mal. Et on a très très vite l'intuition de ce qui serait favorable au bien commun, au moins ce qui serait favorable au mieux commun, parce que le bien commun, le bien c'est un absolu. L'absolu c'est beau, ça nous fait vivre, ça nous fait pédaler, mais c'est pas toujours très facile à définir. Ah oui, j'ai eu deux petits oublis, je vais revenir à l'instant dessus. Voilà, mais en tout cas l'absolu c'est pas très facile à définir. Par contre le mieux c'est plus facilement accessible. Alors deux petits éléments que j'avais oubliés précédemment. Le fait que la différence entre l'intérêt et le bien. Le premier, c'est que l'intérêt a un avantage par rapport au bien, c'est qu'il il est comptable, il est facilement définissable. Là où le bien est quelque chose d'un peu vague. Voilà. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on le prend. On est aussi dans une société qui vit que par l'administratif et le comptable et des choses un peu rationnelles. Et voilà. Et donc, on a plus de facilité avec l'intérêt. L'intérêt, ça se calcule, le bien, ça se sent et ça se sert. Donc l'intérêt a ça comme intérêt, a ça comme avantage, c'est qu'il est plus facilement accessible. Et le deuxième élément que j'aimerais rappeler, c'est le fait que c'est pas parce que l'intérêt ne doit pas nous servir de boussole principale pour le projet que je vais défendre dans la deuxième conférence, qu'il n'est pas utile. C'est très très loin d'être le cas. L'intérêt est extrêmement utile et il est important dans n'importe quelle négociation politique que chacun ait une bonne compréhension de ses intérêts propres. Voilà, d'ailleurs, dans tout, il faut que chacun ait. Donc l'intérêt est utile, mais je pense que ça ne doit pas être notre boussole. Ça ne doit pas être le nord que l'on vise. Le consensus, maintenant. Alors, je pars du principe que le consensus, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je me suis un peu endormi, mais le consensus, ce n'est pas le compromis. Du tout. En même temps, le bien commun, c'est pas facile à définir. Donc, le consensus n'est pas le compromis. Parce que le consensus, ça nous permet d'être d'accord d'emblée avec quelque chose, là où le compromis, on est obligé de trouver un juste milieu entre deux positions et chacun est obligé d'accepter des choses avec lesquelles il n'était pas d'accord au départ.
Alors, le consensus, dans le sens strict, c'est une unanimité. C'est-à-dire, c'est quand tout le monde est d'accord. Or, une unanimité, je pourrais le démontrer assez aisément statistiquement, c'est quasiment excessif. Enfin, c'est impossible dès que le groupe est un peu nombreux, c'est impossible, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on a 100 personnes dans un groupe, il y a une chance sur des milliards, même si pour qu'il y ait un consensus, il n'y a quasiment aucun consensus au niveau de la France, même sur une question aussi simple que l'eau mouille-t-elle. Vous trouverez toujours des dizaines et des dizaines de gens pour dire que l'eau ne mouille pas, parce que, un, ils n'auront pas compris la question, deux, ils considéreront que ça ne mouille pas les matières imperméables, trois, ils vous répondront qu'ils n'avaient pas envie de répondre oui, je sais pas, quatre, bon, peu importe, avec plus ou moins de mauvaise foi, mais voilà, donc il n'y a pas de consensus strict à l'échelle nationale, donc comme je disais, le consensus strict c'est une unanimité. Par contre, je pense qu'il y a un consensus à 80 ou 85% sur un certain nombre de questions en France. Le consensus est d'ailleurs utilisé en sciences, ce qu'on appelle le consensus scientifique. Le consensus scientifique, c'est 85%. C'est quand 85% des gens sont d'accord avec une déclaration. 85% des spécialistes qui sont d'accord dans le cadre d'un consensus scientifique avec une déclaration. Donc, qu'est-ce que le consensus ? Il s'agit d'une large majorité, suffisamment large pour embrasser tout le spectre politique. C'est-à-dire que s'il y a 85% de la population qui est pour quelque chose, ça veut dire qu'il y aura des riches, des pauvres, des manuels, des intellectuels, des jeunes, des vieux, des gens de gauche et des gens de droite. Des gens d'extrême gauche et des gens d'extrême droite. Et des étrangers et des Français de souche, mettons. Voilà. Donc ça veut dire que il n'y aura pas une catégorie entière qui sera contre quelque chose. Bon. Autre élément par rapport au consensus scientifique, mais je me souviens plus ce que je voulais dire. C'est que oui, le fait que dans la population française, là où le consensus scientifique fait le consensus parmi des experts, là où la population française n'est pas experte, c'est pas un argument qui est gênant. On le traitera dans la deuxième conférence, mais c'est quelque chose à laquelle je peux aisément répondre étant dans le coup. Alors moi je pars du principe, je crois et je démontre qu'il y a des revendications qui sont consensuelles en France. Bon. Donc je donne un certain nombre d'exemples d'éléments qui peuvent me sembler consensuels en France. Donc le fait d'éviter le gaspillage alimentaire, alors gaspillage alimentaire dans les restaurations collectives, c'est-à-dire les cantines, de tous les établissements collectifs, que ce soit les EHPAD, les écoles, les machins, les choses et chouettes. Voilà, les points chauds par exemple, les petits supermarchés, alors il y a des lois en théorie qui sont supposées être appliquées, qui le sont très peu. Par exemple, les lois sur la moralisation de la vie publique, ça peut être consensuel également. Est-ce qu'on trouve ça normal qu'un homme politique qui a un casier judiciaire, c'est-à-dire qui a été condamné pour abus de biens sociaux, détournement de biens publics, détournement de fonds, abus de confiance, puisse être un de nos représentants. Voilà. Tout à fait comprendre que quelqu'un qui s'est battu dans un bar, qui a fait un excès de vitesse un peu violent, ou même qui, un peu comme Besancenot, aurait fauché des champs d'OGM par conviction politique, devrait pouvoir continuer de se présenter. Mais il y a un certain nombre par exemple, on pourrait penser qu'il y a un certain nombre de condamnations qui seraient assorties d'une peine d'éligibilité de 30, 40, 50 ans. Est-ce que ça serait consensuel ou pas ? Je crois que oui, ça serait consensuel. La protection de notre patrimoine public, particulièrement nos services publics, à l'exemple des autoroutes. Alors, on nous a vendu nos autoroutes. On est déjà en train de perdre de l'argent par cette vente. On les a vendus 30% moins cher que ce qu'on aurait pu les vendre. C'est un scandale. Et voilà, donc en gros, l'histoire, c'est que c'était un bien qui nous appartenait en tant que collectivité, qui valait cher. Regardez l'argent que, si vous avez une voiture, vous laissez régulièrement dans les autoroutes, ou dans les blablacar, ou peu importe vos déplacements. Ça vaut des sous. Et c'est un peu comme si on vous vend votre maison sans votre accord, pour vous la louer ensuite, et on vous la vend 30% moins cher que le prix du marché. Voilà. Alors que déjà, même si vous l'avez vendu au bon prix, vous auriez pu dire, j'aurais pas nécessairement aimé qu'on vende ma maison.
Donc la question c'est, est-ce que par exemple on pourrait pas trouver un système avec un référendum pour vendre un service public au-delà d'une certaine somme, hein. Un petit bâtiment, pourquoi pas, mais quelque chose d'un peu massif, EDF, La Poste, quelque chose d'un peu Alstom, encore un scandale Alstom, mais dès qu'on a quelque chose de la Française des Jeux, grand scandale aussi. Chaque fois qu'on a quelque chose qui nous fait gagner un peu d'argent à la collectivité, est-ce qu'on est vraiment obligé de le privatiser, quoi? Et si on, admettons, on a tendance à le privatiser, est-ce que ce serait pas bon que le peuple de France soit consulté, vu que c'est son bien? Vu que c'est son bien, par exemple, ça pourrait faire consensus. Alors l'évitement de dépenses non justifiées, l'exemple de la recherche, alors ça c'est fantastique. Je suis universitaire, un master, je fais donc des mémoires et donc quand je travaille dans le... Enfin, en tout cas je fréquente, j'ai des copains qui font des doctorats, je fréquente un petit peu le monde de la recherche. Le gros de la dépense de la recherche en France c'est public. Bon. Jusque-là ça va, ce sont des professeurs qui travaillent dans des bureaux qui sont payés sur argent public, qui travaillent dans des établissements qui sont publics, avec du matériel qui est public, avec des financements qui sont publics. Tout est public quasiment. Très bien, jusque-là ça va. Enfin, le gros est public. Ces gens-là vont faire des études qui vont durer parfois plusieurs années ou pas, enfin ça va demander beaucoup d'argent, et ils vont écrire ensuite des papiers. Et donc ils vont produire des papiers à partir de ces études, papiers qui vont proposer à des journaux qui vont les faire relire généralement bénévolement à des comités de lecture, mais qui vont être à nouveau euh, des universitaires qui sont payés sur argent public et qui vont faire ça sur leur temps libre. Et ensuite, les journaux vont récupérer ces papiers gratuitement. Jusque-là, on pourrait comprendre on pourrait considérer que ça va. Et par contre, ils vont les revendre. Et qui va acheter des papiers de recherche? Eh ben, les chercheurs. Donc, c'est-à-dire que toutes les facultés, un certain nombre de laboratoires, ont des abonnements à ces journaux. C'est un marché qui pèse plusieurs milliards en France. Et l'État achète les recherches qu'il a financées lui-même. Donc c'est vraiment un marché de plusieurs milliards en France. Je répète, l'État finance des recherches, quasiment de A à Z, payées sur argent public, qu'il donne ensuite gratuitement à des journaux scientifiques qui les publient. Et c'est important parce que ça permet aux professeurs et aux chercheurs de montrer leur valeur et leur connaissance et leur popularité et la popularité de leur recherche. Mettons, il y a tout un système scientifique qui est basé sur ça. Mais ensuite, ces journaux vont vendre leurs articles qui n'ont ni rédigé, ni financé, ni rien du tout, et ils vont faire payer des sommes astronomiques aux universités, aux laboratoires de recherche. C'est un marché de plusieurs milliards. On considère que le prix du coût de publication du journal, c'est-à-dire ce que dépense le journal dans la plus-value réalisée, c'est-à-dire dans le prix total qu'il fait payer, c'est à peu près 2%. C'est-à-dire qu'il a une plus-value de fois 50, tout simplement parce qu'il ne paie pas le produit qu'il vend, et il le vend à celui qui l'a produit. L'idée est à peu près celle-là. Vous achetez un terrain, vous bâtissez une maison, on vous confisque votre maison, on vous vend votre maison. C'est-à-dire que vous allez acheter la maison dont vous avez acheté le terrain et sur laquelle vous avez fait construire à vos frais les murs. C'est fantastique, donc ça pèse plusieurs milliards, voilà, et je pense qu'il y a tout un tas de dépenses comme ça dont on ne sait rien, mais qui seraient des scandales. Je pense qu'il y a des scandales dans tout un tas de secteurs. Hein. La protection du secteur public et l'incitation à sa qualité, donc le cas des cantines scolaires, bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je pourrais faire une petite démonstration à ne pas piquer les hannetons. Et la question des semences paysannes, la question de la publicité, que ce soit la publicité téléphonique et le démarchage téléphonique, ou que ce soit la publicité dans les boîtes aux lettres qui emmerdent à peu près tout le monde. Allez, la protection du secteur public et l'incitation à l'optimisation de la qualité, c'est le cas des cantines scolaires, c'est très intéressant. C'est une anecdote très très concise. Mon père vit dans un petit village. Un jour, je vais acheter une pizzeria du coin, et le pizzaiolo, c'est la première fois que je le vois. Alors j'attends ma pizza et je lui dis: bonjour, c'est la première fois que je vous vois, vous êtes nouveau. Il me dit: oui, mais là je fais juste un petit remplacement. Moi d'habitude je travaille dans une cantine scolaire. Je lui dis: c'est intéressant. Et en attendant ma pizza et pour faire la conversation, je lui dis: est-ce que ça vous plaît?
Et il me dit oui, ça me plaît, j'ai la chance de faire mon travail. Alors moi je lui dis c'est plutôt intéressant ça comme phrase, ça m'intrigue. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et là il m'explique que les gens qui travaillent dans les cantines scolaires maintenant ne font plus du tout de cuisine, ils ne font que réchauffer des plats qui sont emmenés par des préparateurs et des traiteurs. Voilà. Et il me dit mais en fait ça coûte plus cher à la production, c'est-à-dire que c'est des sociétés privées qui facturent, qui essaient de faire des marges et donc ça coûte plus cher à l'établissement. En termes de qualité nutritive, c'est plus mauvais. Et puis la qualité de la nourriture et la qualité gustative est moins bonne. Et puis la qualité du travail est moins agréable aussi. Et il me dit en général, comme ça coûte plus cher et pour éviter que les parents râlent, souvent les collectivités donnent un petit billet pour essayer de permettre un fonctionnement sans augmentation des prix. Voilà, et donc il m'indique en fait que tout est perdant en fait dans cette chaîne. C'est-à-dire plutôt que d'essayer de produire local, bio, quelque chose d'agréable avec des employés qui ont un travail un peu moins rébarbatif, ils ont une espèce de trucs surgelés qui arrivent ou frais qui arrivent et il s'agit juste de préparer en les sortant de boîtes et en les chauffant en micro-ondes et en les servant dans des assiettes, quoi. Et là il me dit un autre truc, il me dit mais en fait maintenant lorsqu'on construit des établissements, souvent il n'y a plus de vraie cuisine. Donc il y a juste une chambre froide et des rangées de micro-ondes et des éléments pour réchauffer, quoi. Et donc si demain on a envie de faire le processus inverse, on ne pourra plus parce qu'il n'y aura plus l'arrivée de gaz, enfin ce qu'il faut quoi, dans une cuisine. Moi je me dis mais le bien public là il est où? Il est oublié sur toutes les lignes. Ça coûte plus cher, c'est plus mauvais. En termes de santé c'est moins bon. Les travailleurs sont malheureux. L'intérêt public, voilà. Seulement pour qu'il y ait un service un élément privé qui puisse avoir un marché à lui, captif, et faire de l'argent. Voilà. Donc bon, ce serait des questions à creuser, à travailler. Je pense qu'il pourrait y avoir plusieurs dizaines de thèmes qui pourraient faire consensus en France. Je suis très très loin de les connaître tous. Et justement, ce serait intéressant que chacun puisse proposer un thème et le faire découvrir et ensuite qu'on puisse travailler dessus concrètement. Ce sera donc je les ai un peu là, voilà, pif paf pouf. Alors moi j'ai fait des sondages en plus parce que voilà, je suis un peu bas de plafond et bon ça c'est des sites là, mais globalement c'est ça et donc zoomons peut-être un petit peu. Donc ça c'était sur les graines paysages, j'ai eu 82% d'accord. Sur le casier judiciaire vierge, j'ai eu 88,79% d'accord. Et sur la question liée au gaspillage alimentaire, j'ai eu 97,77% d'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de gens qui disent moi mon rêve dans la vie c'est que le libéralisme s'applique et et jeter des choses avec de la javel, quoi. Voilà. Je vais vous montrer. Alors là le problème c'est qu'il aurait fallu que ce soit préparé. Je reviens dans un instant. Donc voilà, on est sur une page Facebook qui s'appelle Les Gaspilleurs, donc d'une association qui essaie de lutter contre le gaspillage alimentaire avec donc, des espèces de restitutions, ce genre de choses. Un label, voilà, un label national anti-gaspillage qui est jugé d'être du pipeau. Par contre, voilà, c'est ça surtout qui m'intéresse, c'est qu'ils ils sont très sympathiques et ils font donc des photographies souvent avec des espèces de chapardage. Ouais, ils font des espèces de récupération, donc de choses que les supermarchés jettent alors que c'est supposé être peu autorisé ou pas autorisé, en tout cas avec des grandes surfaces au-delà d'un. Et donc ils montrent des quantités astronomiques. Je peux même pas accéder tellement il y en a. Tout ça c'est bon à graille encore. 30 bacs, comme ça. 30. C'est encore moelleux. Là, mon petit post-caille. C'est un truc de ouf, hein. Alors bonjour, je ne dis pas mon nom, je vais essayer d'être assez rapide. J'effectue un travail journalier dans une entreprise
qui, tout à son honneur, effectue un travail, effectue un ramassage, une collecte de tout ce qu'on peut trouver dans un frigo. Et c'est une honte stratosphérique. Ça, c'est juste l'enfer. C'est une honte. Dans les temps qui courent, voilà, beaucoup de gens sont dehors, ne mangent pas à leur faim, et la grande distribution est clairement en train de foutre en l'air bon nombre d'aliments, tout simplement. Et voilà, donc moi, mon travail, c'est de récupérer cela pour donner une seconde vie, entre guillemets. Donc mon but à moi, c'est pas du tout d'incriminer ma société, loin de là. Au contraire, cette société essaie de donner un second souffle à ce que justement nous récupérons. Et donc voilà, suite à ça, le travail effectué journalier fait mal au cœur. La grande distribution et l'État sont le plus gros problème en fait de notre société concernant le gaspillage. Une surconsommation, mais malheureusement l'offre et la demande, comme on dit, nous sommes des moutons, nous voulons consommer plus que nous pouvons. Et au final, ces gens-là en fait se gavent sur le dos des citoyens. Incroyable, quoi. À vous de vous faire une opinion, même si je me répète. Et un grand merci en fait aux personnes qui se mobilisent pour essayer de faire changer les choses. J'ai peut-être pas les bons mots, mais bon, il faut essayer, il faut y penser. Ça fait partie de la planète pour nos enfants, pour la suite. Et donc, grand bravo à elles. C'est franchement, je suis content de faire ce que je fais, mais quand je vois des personnes qui fouillent dans les poubelles pendant que je fais ce genre de choses, ça me fait très mal au cœur. Et voilà quoi, donc je vais laisser quand même vous faire votre opinion suite aux vidéos diffusées. Et un grand merci à Monsieur Mondialisation et la page du Gaspilleur pour faire un très gros travail. Donc grand bien nous fasse pour essayer d'avoir une vision un peu plus profonde de ce problème, parce que ce qui est en train de se passer là, sur les vidéos, ça se passe dans tout le pays entier. Peu importe les sociétés qui sont là pour faire leur travail correctement, mais la grande distribution est clairement à pointer du doigt. Je vous laisse, merci beaucoup. Bon voilà, donc je considère quand même ça assez scandaleux et assez... On va dire que j'ai l'impression que ça... c'est mobilisateur, quoi. Ça révolte. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il déclare, donc, du coup, qu'il fait ça au quotidien tous les jours, qu'il peut nous envoyer des vidéos tous les jours, qu'il fait ça à peu près au quotidien sur 5 tonnes de denrées tous les jours, et que quand il dit que on leur donne une deuxième vie, en fait, c'est que ces denrées vont être brûlées pour faire de l'énergie, quoi. Donc, vous ne pouvez pas rester ici, hein. Vous avez été signalé aux caméras, vous êtes dans un endroit public, vous ne pouvez pas porter. Comme des pneus, quoi. Voilà, donc je suis pas du tout retourné sur la page, mais voilà. Donc c'est quand même, j'ai un autre documentaire que j'aimerais vous montrer, qui est celui-ci. Ces produits sont encore consommables. La loi oblige à donner ça à des associations caritatives. Les supermarchés sont défiscalisés à hauteur de 60% quand ils font leurs dons. Grosse main tendue quand même par le gouvernement. Et malgré ça, poubelle. Hop, donc voilà.
Donc ce sont des exemples, comme je vous ai dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai l'impression que le bien commun, on en a l'intuition, que lorsque l'on nous présente clairement les choses, on en a l'intuition, quoi. On en a l'intuition. Et le bien commun fait consensus, c'est-à-dire que la révolte que l'on a là, et le fait que l'on considère que c'est scandaleux et que ça devrait pas se passer comme ça, eh ben, une partie de notre sentiment d'incompréhension vient du fait que, a priori, tout le monde devrait constater la même chose et penser la même chose. Et on se dit, mais comment ça se fait que, alors qu'on a des représentants en démocratie, dans un système qui essaie de bien faire, comment ça s'arrive encore de nos jours? Voilà. Et comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a tout un tas de sujets qui peuvent faire consensus, je pense qu'il y en a des dizaines et des dizaines, et la manière de comment est-ce que l'on transforme ce constat de non-respect du bien commun consensuel en loi consensuelle pour favoriser le bien commun, ce sera l'objet de la deuxième conférence. Un élément que j'ai oublié, c'est la question du Janus, il faudra que je le mette avant dans la conférence, mais c'est l'idée de penser les droits et les devoirs, et donc la question de la loi, parce que les droits et les devoirs, c'est la question de la loi, et on va travailler sur des notions qui seront législatives. Il faut bien les comprendre. Il faut bien comprendre qu'une loi, c'est à la fois des droits et des devoirs, et que tout droit pour les uns est un devoir pour les autres, et tout devoir est un droit. Si j'ai le droit, par exemple, de m'exprimer sur Internet librement, c'est que d'autres se font le devoir de tolérer ma présence sur Internet. Si j'ai le droit de me balader dans la rue, sans être inquiété, c'est que d'autres se font le devoir de ne pas m'inquiéter dans la rue. Si j'ai le droit de percevoir, par exemple, des pensions, c'est que d'autres se font le devoir de payer des impôts. Voilà, donc tout droit, si j'ai le droit par exemple, le droit du travail, j'ai le droit dans un rapport salarié à avoir un certain encadrement du travail, c'est que mon patron se fait le devoir de respecter ce droit-là. Et donc tout droit est un devoir, c'est-à-dire que ça dépend juste l'interlocuteur, la manière dont c'est regardé, mais tout droit est un devoir et tout devoir est un droit. Et mon droit, c'est en fait l'intégralité des devoirs des autres à l'envers. Et mes devoirs créent des droits. Voilà. Et je trouve que c'est quand même intéressant de voir la loi comme ça. Bon, je suis un peu épuisé. Voilà. Et donc, du coup, l'idée, c'est de dire que... Alors, c'est là-dessus que j'aimerais finir ma conférence, mais je vous rappelle que cette conférence, l'objectif, c'est de faire le lien entre le bien commun et le consensus. C'est de dire que si l'on prend un certain nombre de personnes avec des expériences différentes, des intérêts différents et des idéologies différentes, qui ont, si cet ensemble de personnes, donc intérêts différents, idéologies différentes et intérêts différents, expériences différentes, idéologies différentes, ce sur quoi, sur un sujet donné, elles arrivent à être toutes d'accord, donc c'est la question du consensus, ou quasiment toutes d'accord, a plus de chances d'être juste que la volonté ou l'expérience ou la pensée d'un seul. C'est-à-dire qu'il y a un consensus, elles sont tous d'accord. Et en fait, c'est la question de l'objectivité au sens faible. C'est-à-dire que, comme on a beaucoup de mal à déclarer que quelque chose est objectif et que quelque chose est là, voilà, et par exemple, on pourrait penser dans les théories les plus farfelues relativistes que nous sommes tous dans un rêve et donc rien de ce que nous vivons, vu qu'on vit tout pas à travers nos sens, rien de ce que l'on vit est vrai, on pourrait dire que nos sens nous mentent systématiquement. Mais pour éviter de penser que tout est subjectif, on fait appel à l'intersubjectivité. Donc que si on voit tous le même truc et qu'on est 40 à témoigner que ce truc s'est passé comme ça, et ben c'est pas pour ça que c'est vrai, mais en tout cas ça a plus de chances d'être juste que si un seul d'entre nous l'avait vu. Parce que celui-ci peut avoir une hallucination, peut avoir mal vu, peut avoir... on s'en fout, on sait pas. Donc voilà. Donc, en admettant que l'on ait tous une tendance, alors c'est ce que dit Simone Weil aussi, Simone Weil a dit ça, et Simone Weil a dit une personne qui n'a pas d'intérêt à quelque chose, qui n'a pas de connaissance sur quelque chose, lorsqu'elle va essayer de s'intéresser pour la première fois, elle va essayer spontanément de savoir ce qui est vrai, de savoir comment on pourrait faire efficacement.
Et donc elle va chercher spontanément le bien, la vérité, la justice. Voilà. Et si on allie ces deux choses, c'est-à-dire le fait que quand on ne connaît pas un sujet, si on n'a pas d'intérêt à avoir un résultat plutôt que d'autres, si on n'a pas encore d'idéologie, on va savoir spontanément ce qui nous paraît juste, et ce qui est juste et ce qui est bon. Et à côté de ça, le consensus, c'est-à-dire les points d'accord, d'un point de vue mathématique, on pourrait dire le plus petit dénominateur commun entre des personnes qui ont des idéologies, des intérêts et des expériences différentes, ce qui est le cas des citoyens français, parce que les citoyens français ont des expériences très différentes quand même, des idéologies qui varient quand même, et des intérêts qui varient également, au moins en partie. Ça a plus de chances d'être vrai, juste et bon. Voilà. Et donc si on considère que le consensus existe, ça c'est quelque chose que j'ai vu, que j'avais au début, je sais plus où c'est. Ah ouais. Voilà, ça serait le résumé de cette conférence. Nous sommes dit en démocratie, nous sommes donc en tant que citoyens légitimes à travailler à la recherche et à la poursuite du bien commun, puisque la légitimité du pouvoir repose sur nos épaules, et c'est nous qui la fournissons. 2, le consensus existe, j'ai essayé de le démontrer. Il existe des revendications consensuelles en France, ça me paraît quand même assez stylé pour être rappelé. 3, le bien commun n'est pas un concept creux, peut être trouvé grâce au consensus. Et c'est d'ailleurs la légitimation de la démocratie. Hein. C'est le fait que la volonté générale a plus de poids que la volonté d'un seul. 4, les citoyens peuvent utiliser le consensus politique pour travailler au bien commun. Et ce sera le cas un des éléments de la deuxième conférence. 5, si les 4 précédentes prémices sont vraies, il nous faut considérer sérieusement une association permettant à tout citoyen de participer à la construction de lois consensuelles, puis d'en faire la promotion. Voilà. Et ça, ce sera le développement effectué dans la deuxième conférence. Bon, mais écoutez, j'espère que cette conférence n'a pas été trop longue, qu'elle ne vous a pas trop épuisé, qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Et j'ai été ravi, moi, de vous la donner. Je suis un peu fatigué les 2h15 du matin. En même temps, c'est un essai. Hein. Voilà. J'espère quand même que si vous avez regardé ça, ça vous a intéressé. J'espère que la version finale sera plus travaillée, plus précise, plus dynamique que celle-ci. Et voilà, et n'hésitez pas à me faire vos retours. Je vais mettre l'ending.
I'm standing at the crossroads. There are many roads to take, but I stand here so silently, for fear of a mistake. One path leads to paradise, one path leads to pain, one path leads to freedom. They all look the same. I've traveled many roads, and not all of them were good. The foolish ones taught more to me than the wise ones ever could.